Le cercle RH, notre débat pour parler des conflits. Alors c'est un mot très valise, les conflits en entreprise, la conflictualité, elle a un coût pour les entreprises. Ça peut arriver jusqu'au prud'homme, c'est-à-dire qu'il y a évidemment une judiciarisation, puis aussi une médiatisation. On fait de la médiation pour tenter de régler en interne des conflits qui ont parfois des coûts ouverts, puis des coûts cachés. On va en parler dans quelques instants. J'ai à mes côtés Caroline de Senneville. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud. Très heureux de vous accueillir, responsable éditorial Décideur RH. Décideur RH qui prépare d'ailleurs un guide des cabinets d'avocats. L'édition 2025, chaque année, on fait des classements des meilleurs cabinets d'avocats en droit social. Et là, on est en train de finaliser le guide. Et vous allez nous éclairer dans quelques instants par vos prises de parole sur les coûts et puis sur les enjeux des prud'hommes qui sont engorgés. On verra quelques chiffres dans quelques instants. Mes invités sont avec moi. Charlotte Amelrat, ravie de vous accueillir. Vous êtes associée en droit social cabinet BFPL. Et vous êtes médiatrice agréée, c'est intéressant, parce que je connaissais la médiation dans le divorce, mais la médiation existe aussi au sein de l'entreprise. On va en parler avec vous et on fera le point. Et vous êtes par ailleurs agréée auprès du CPH de Nanterre en départage à la Cour d'appel, chambre sociale. Alors, à la Cour d'appel en chambre sociale, et on intervient parfois ponctuellement auprès des conseils des prud'hommes. Mais c'est plus difficile de mettre en place la médiation au sein du conseil des prud'hommes. Mais on en reparlera si vous voulez. On va en reparler. Ronan Nguyen Van, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur juridique Relations Humaines France L'Oréal. On ne dit plus ressources humaines chez L'Oréal. Des relations humaines. Des relations humaines. C'est plus vaste. Chez L'Oréal. Caroline, d'abord, d'un petit mot pour qu'on situe bien de quoi on va parler et des enjeux, j'allais dire financiers, là, que représentent les conflits en entreprise. Le coût des conflits, selon l'Observatoire du coût des conflits au travail et OpinionWay, les conflits coûtent 152 milliards d'euros par an en France aux entreprises. Et ça représente 20 jours par an par salarié. C'est colossal. Ce chiffre-là, vous l'aviez dans votre scope chez L'Oréal, parce que j'imagine que vous calculez aussi les coûts de ce que représentent les conflits chez vous. J'imagine qu'il y en a peu, mais il y en a. Il y en a très peu. Déjà, l'ambition du directeur général des relations humaines du groupe L'Oréal, quand j'ai pris cette responsabilité, était de dire on va limiter les conflits. Je ne veux pas que la direction juridique des relations humaines soit le bureau des contentieux. Avec une pile de dossiers. Voilà. Donc, on a réduit de 88% le nombre de contentieux RH en 5 ans. Allez, juste qu'on soit précis, vous les réduisez parce qu'en amont, avant qu'ils arrivent sur votre bureau, ils sont réglés par les managers. Par les managers, par les RH et par les juristes de ma formidable équipe de la direction juridique des relations humaines. Ce chiffre-là, vous qui êtes avocate spécialisée sur ces sujets, c'est vrai que c'est un chiffre qu'il faut mettre en avant parce qu'on n'imagine pas le coût en fait, induit et caché. Je ne connaissais pas ce chiffre, mais je sais que c'est colossal. Moi, quand j'ai commencé en tant qu'avocate, on est formé pour faire du contentieux et on y va à la fleur au fusil. Moi, depuis 30 ans que je fais ce métier, c'est vrai que je bascule de plus en plus dans la négociation et dans la médiation, malgré certains de mes confrères qui sont là pour faire du contentieux et judiciariser. Voilà. Et en fait, là-dessus, je trouve qu'il faut avoir un changement de mentalité vis-à-vis des confrères. C'est que le contentieux n'est pas forcément, par rapport à nos clients, la solution. Et de plus en plus, moi, mes clients me disent, et si je reste sur mon optique uniquement contentieux, en me disant, mais non, attendez, il faut trouver des solutions, et c'est ce que je fais, puisque, comme vous l'avez rappelé, je suis médiateur aussi depuis maintenant 20 ans. Donc, et à l'époque, la médiation, ça ne se pratiquait pas beaucoup. Et surtout chez les avocats. Juste un mot, parce qu'on va l'évoquer, l'enjeu des prud'hommes, Caroline, c'est un vrai sujet, parce qu'évidemment, en première instance, ce sont des représentants salariaux, patronaux, et ensuite il y a des juges, mais vous dites qu'il faut passer par la parole, c'est ça? Quand vous dites il faut négocier, ça veut dire qu'il faut mettre de la parole et faire se parler ceux qui sont en conflit, c'est de ça dont il est question. Oui, tout à fait, et que l'entreprise, mais de plus en plus, moi, au début, le DRH, quand on parlait du DRH ou du représentant du personnel, oui. À l'époque, il était là pour faire les payes. Enfin, c'était le chef du personnel. Mais exactement. Je parle de ça il y a 40 ans. Aujourd'hui, le rôle, et c'est pas moi qui vais le dire, mais plutôt Ronan, c'est un vrai enjeu pour trouver des solutions autres que de se traîner en contentieux pendant des années et des années.
qui n'est pas bon pour l'image de l'entreprise. Et donc, il faut absolument mettre en place d'autres solutions. Juste, on va l'évoquer avec Caroline dans une seconde, mais quand on parle de cela, on a des salariés qui viennent voir vos entreprises, la vôtre et toutes les autres, et qui disent, écoutez, je suis en conflit avec le manager, moi je veux sortir par le haut, je veux faire de mal à personne, signez-moi une rupture conventionnelle. On évite le conflit. Moi, je m'en vais avec un petit pactole et je pose de problème à personne. Est-ce que vous dites, c'est la bonne solution, après tout, pour éviter le conflit ? Ce qui est certain, c'est que la rupture conventionnelle, depuis 2015, a quand même changé la donne et modifié les chiffres de saisine des conseils du prud'homme. Je ne sais pas si vous avez les chiffres plus récents que les miens, mais quand on prend 2023 et les statistiques du ministère de la Justice, il y a eu 124 800 saisines au fond et en référé des conseils du prud'homme. Et ce que l'on constate aussi, c'est qu'en réalité, il y a moins 31% de saisines des conseils du prud'homme par rapport à l'année 2015, qui est l'année au cours de laquelle le dispositif de la rupture conventionnelle était mis en place. Donc, pour répondre à votre question, donc, Arnaud, oui, la rupture conventionnelle est un des vecteurs de règlement alternatif des conflits. Remise en question d'ailleurs, ou en tout cas en ce moment... En tout cas discuter, dont notamment on parle sur beaucoup. Le volet de l'indemnisation France Travail. Exactement, c'est-à-dire qui va payer, c'est le sujet. Caroline. D'ailleurs, elles augmentent beaucoup parce que selon la DARES, au 3e trimestre 2024, on a dénombré 125 751 ruptures conventionnelles en France. Donc, on a un vase communicant, enfin je me permets de le dire comme ça, oui. Un vase communicant entre moins de procédures judiciarisées prud'homales, plus de ruptures conventionnelles. Est-ce qu'on peut le résumer comme ça ? Oui, alors la rupture conventionnelle, c'est un outil qui est très bien et qu'on utilise aussi bien en tant qu'avocat qu'au sein de l'entreprise. Après, il ne faut pas que ça soit systématique, parce que j'ai envie de dire que le mot démission n'existe plus et maintenant, on a le droit à sa rupture conventionnelle quand on veut partir. Vous avez raison de le dire comme ça. C'est mon droit, je veux ma rupture. Oui. On est d'accord ? Tout à fait. Mais c'est pas un droit, Ronan. Enfin, je me trompe. C'est clairement pas un droit. Oh, non, mais... Il faut qu'il y ait une commune intention des parties et que chacun y trouve un intérêt. Caroline, sur la question des prud'hommes, parce que l'enjeu quand même, il y a l'idée de passer par les ruptures conventionnelles qui, je dirais, équilibrent et effacent le contentieux, puisqu'on signe des documents de part et d'autre pour effacer le contentieux, ou en tout cas les critiques dans les médias. Mais il y a aussi l'engorgement des prud'hommes, enfin, ils s'en sortent plus. Notamment ceux de Paris et Nanterre qui sont surchargés. Selon les statistiques 2024 du Conseil de prud'homme de Paris, à l'issue de 2023, ils possédaient 14 900 affaires en stock, en attente de jugement. C'est quand même assez important. Et la durée de traitement des affaires, Charlotte, vous le confirmerez, je pense, ne cesse de s'allonger. Au prud'homme de Nanterre, la durée moyenne pour obtenir une décision, c'est 3 à 4 ans. Donc ça veut dire mécontentement de vos clients qui disent ça traîne, mon dossier n'est pas réglé, je suis en souffrance, parce qu'on attend parfois des indemnisations. C'est ça le sujet. Oui, alors aussi, ces délais sont aussi rallongés. Par exemple, quand devant le Conseil des prud'hommes, on n'arrive pas à se mettre d'accord, il y a une procédure qui s'appelle le départage, c'est-à-dire qu'il y a 2 conseillers, employeurs et salariés, et 2 plus 2, voilà, il faut qu'ils se mettent d'accord. Quand ils ne se mettent pas d'accord, on part en départage. Et pour vous donner un exemple, à Paris, le délai pour avoir une audience en départage, c'est 18 mois à 2 ans. Donc ça ajoute 18 mois à 2 ans au contentieux. Donc c'est énorme. On a un sujet de droit sur ce plateau, mais il y a aussi un sujet de sociologie. On voit quand même une augmentation de la conflictualité. Est-ce que vous le constatez ? On voit aujourd'hui beaucoup plus de conflits sur des enjeux de harcèlement, de tous ces sujets qui ont émergé dans l'actualité et qui ont créé, je pense, plus de conflictualité. Est-ce que vous le confirmez ? Est-ce que vous le ressentez ? Moi, je ne voudrais pas exciter Charlotte, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises connaissent le coût d'un départ, avec la barémisation des indemnités de rupture, et la créativité des avocats, c'est effectivement de nous sortir la tarte à la crème de la remise en cause du forfait jour, aller sur le terrain du harcèlement, le terrain de la discrimination, parce qu'effectivement, on est sur des préjudices qui sont réparables hors barème. Donc ça vient effectivement en sus du barème Macron. Vous nous dites que certains avocats le rajoutent sciemment en disant aux clients, mettez-le, on ne sait jamais. Sciemment, voire systématiquement, ou instrumentalisent des procédures d'enquête interne pour nous expliquer effectivement que leurs clients ont subi des préjudices très importants qu'il faut réparer autrement que par la simple réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Charlotte, vous êtes interpellée en tant qu'avocate, et ce n'est pas de vous dont on parle. Non, certainement pas. Mais de votre profession, puisqu'on l'entend, c'est vrai qu'il y a une forme d'exagération de la conflictualité. Alors, sur certains dossiers, oui, c'est utilisé comme tel, mais dans tous les dossiers de harcèlement et de discrimination, ce que je dis, c'est que quand on a un dossier lambda et le salarié est en arrêt maladie, donc ça coûte de l'argent à tout le monde, c'est ni drôle pour le salarié, ni drôle pour l'entreprise, ni drôle pour les caisses de la sécurité sociale.
Et dans ce cas-là, le risque pour l'entreprise, c'est le barème Macron ne s'applique plus et c'est la nullité du licenciement. Donc, une nullité du licenciement, quand on a, par exemple, l'entreprise a gain de cause devant le Conseil des prud'hommes, quand on ajoute le délai de départage et de la cour d'appel, le salarié peut revenir, parce qu'il peut demander sa réintégration dans l'entreprise. Donc, ça veut dire de payer pour l'entreprise 5 ans de salaire et de voir le salarié réintégré. Donc, sur ces sujets-là, la médiation, c'est pas forcément utilisable dans tous les dossiers, mais pour les dossiers de harcèlement ou de discrimination, quand on peut résoudre autrement, et justement, si on n'a pas réussi par la négociation, faire appel à un médiateur externe, c'est extrêmement important. Caroline, vous vouliez rajouter quelque chose et je donne la parole à Ronan. Sur les coûts de la médiation, justement, et l'avantage, le Centre de médiation et d'arbitrage de Paris, tous les ans, publie un baromètre. Et le dernier baromètre 2024 évoque un coût moyen d'une médiation de 6 500 €, ce qui représente 8 à 10 fois moins que dans le cadre d'un contentieux au prud'homme, plus une durée moyenne de médiation de 12 heures répartie sur 4 à 6 semaines. Je parle sous votre contrôle, Charlotte. Mais voilà, les enjeux financiers, c'est incomparable par rapport au prud'homme. Ronan Nguyen Van, cette question-là qui est adressée, vous nous disiez au début de l'émission avec beaucoup de calme, moi, mon travail, c'est de déminer en amont, c'est de dégoupiller la grenade avant qu'elle explose. C'est bien ça le sujet. C'est le sujet. Et le sujet aussi, c'est un sujet de respect des collaborateurs, des collaboratrices qui, pour certains, ont passé beaucoup de temps au sein de la maison. Donc moi, je ne vois pas en réalité d'utilité à aller au contentieux. Et on parlait tout à l'heure de... Vous faites en sorte de l'éviter, Ronan. C'est ça l'objectif pour vous. Moi, je suis convaincu qu'on peut toujours trouver une solution à une problématique RH, qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit collective. Et tout à l'heure, vous évoquiez effectivement les chiffres des conseils de prud'homme. Moi, je suis désolé, mais le temps judiciaire n'est pas le temps d'entreprise. Et on parlait effectivement de cette position des entreprises, mais au cœur quand même d'un litige individuel, il y a un collaborateur ou ancien collaborateur qui attend une décision de justice suite à un litige qu'il a vécu avec son employeur. Et réciproquement. Et c'est difficile. Et une entreprise qui attend aussi une décision qui va impliquer ou devoir lui faire dépenser beaucoup d'argent. Enfin, c'est vrai, mais avec une équipe de professionnels qui collaborent avec des avocats, donc on a aussi cette distance-là qu'un collaborateur n'a pas forcément parce que c'est son histoire, c'est sa vie, c'est sa souffrance. Et Franck Rimbaud, directeur juridique social chez Air France, que vous connaissez bien, évoquait récemment, on en discutait, le dispositif de médiation mis en place par Air France, et il disait exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que quand bien même d'une médiation, il n'y a pas un accord trouvé, les collaborateurs se sentent écoutés et vont beaucoup moins prud'hommes derrière. Parce que leurs requêtes ont été entendues par la direction. Donc on ne durcit pas le ton, on crée du dialogue. Parce que la médiation dont vous faites partie, vous êtes une avocate, mais faites de la médiation, on est bien d'accord que c'est un espace privilégié, calme, où chacun va pouvoir exposer calmement ses difficultés. On est d'accord? Oui, et c'est confidentiel, donc on ne peut pas faire état des discussions qui a lieu lors d'une médiation. Et c'est le seul moment, même quand on s'engage vers un contentieux, c'est le seul moment où finalement les parties vont pouvoir parler. Parce que lors d'un contentieux, on ne peut pas parler. Nous, même en tant qu'avocats, on a très peu de temps pour plaider. Oui. Donc, voilà. Et les parties, encore moins, n'ont jamais la parole devant un contentieux. Mais vous, l'avocate, quand vous observez votre mission dans la médiation, elle vous donne du sens, elle donne du sens, elle vient faire écho si elle renvoie des choses dans votre métier d'avocate? Ah oui, parce qu'on s'aperçoit, même on découvre des choses qu'on n'aurait jamais imaginées parce que la parole a été libérée. Et on s'aperçoit que parfois, le contentieux commence sur un petit sujet et que derrière, il y a bien autre chose. Et ça cache autre chose. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Souvent, on part d'un petit sujet qui semble être un petit bouton sur la peau, puis en fait, en dessous, il y a une très grave crise. Oui, peut-être. Moi, ce que je pense profondément, c'est que la médiation, au-delà du fait qu'elle offre un espace de parole dédié et confidentiel, comme le précisait Charlotte, elle est aussi utile. Elle est utile et quand on reprend les chiffres, notamment du CMAP, 70% des médiations aboutissent à un accord. Oui. C'est quand même l'objet. Enfin, l'objet, c'est quand même ça. C'est quand même écouter les parties pour essayer de trouver le meilleur chemin pour trouver un accord. Donc 70% des médiations, et par rapport à ce que vous évoquiez sur la durée de médiation, franchement, entre la durée de médiation et un contentieux prud'homal, il n'y a pas photo. Mais on parlait du prud'homme, mais prud'homme, l'édition, elle peut être frappée d'appel. Vous allez dans la cour de cassation. Pour peu qu'il y ait une cassation, vous vous retrouvez dans la cour d'appel de renvoi. Et le contentieux, il ne dure pas 2 ans, 3 ans, comme à Paris ou à Nanterre. On part sur 8 à 10 ans de contentieux. On n'est pas loin de 10 ans. Donc ça, c'est intéressant ce que vous dites sur l'idée de sanctuariser, de créer véritablement des espaces dédiés. Les choses se faisaient d'une manière un peu empirique. Je trouve ça intéressant, ce sujet de conflit, parce qu'en fait, c'est un peu l'angle mort
On parle du business, de la finance, du marketing. Mais le conflit, en fait, c'est un peu l'angle mort de l'entreprise. On n'ose pas trop en parler, en fait. Alors qu'en plus, les chiffres concordent tous au même truc. La DARES, en 2016, avait fait une étude. 26% des salariés avaient déclaré vivre des tensions avec leurs supérieurs. 21 vivent des tensions avec leurs collègues. Dans les études plus récentes, ADP France en a réalisé une en 2024. 42% des personnes interrogées déclarent avoir déjà eu un échange un peu musclé avec leur N+1. C'est le quotidien. C'est vraiment le quotidien de la vie de l'entreprise. Ce qu'on évoque là par les conflits, ce n'est pas toujours des conflits qui sont judiciarisés. Hein. Oui. On se dispute avec son manager, on ne va pas automatiquement attaquer au prud'homme, on est d'accord. Non, mais ça participe à... Donc si on va très très loin dans les stratégies, je m'adresse à vous qui incarnez L'Oréal, qui est une très belle entreprise, ça veut dire que tout l'enjeu, c'est d'avoir un management apaisé et des relations au sein des équipes, au sein des business units les plus apaisés, pour éviter d'avoir à vivre des situations de conflit et de tension. On est bien d'accord. On est tout part de l'amont. Tout part de l'amont, de Germinal à l'intelligence artificielle. On peut dire quand même que les rapports au travail et les relations de travail ont vraiment changé. Le télétravail a aussi modifié les relations, notamment managériales. Donc tout le sujet, effectivement, c'est de prévenir, de trouver les bonnes solutions, d'auditer à travers des enquêtes internes, et puis d'agir à la fois auprès des managers, des RH et des collaborateurs. Donc des prises de conscience. Oui. Il y a un travail de pédagogie à faire sur les équipes et sur les managers. Charlotte, c'est un peu comme notre dette en France. Vous avez le sentiment que le conflit va grandir un peu plus chaque année encore. Alors, mais j'ai envie de dire que... Je vous fais sourire, mais il y a un petit côté comme ça d'inflation. Mais le problème aussi, c'est qu'on est quand même dans un pays où on aime beaucoup se battre, et l'actualité se chamailler et se battre. Le reflet. Et le plus difficile, c'est parfois de convaincre. Alors, dans des grosses structures, on a cette philosophie, mais parfois, moi, je suis heurtée en disant « mais non, mais aller en négociation ou en médiation, c'est une faiblesse ». Et en fait, pas du tout. C'est pas reconnaître que l'on a tort. C'est justement trouver et éviter un contentieux qui va durer des années. C'est intéressant. Vous dites qu'il y a un caractère culturel à la France qui dit je veux pas faire de médiation. Voilà. Sinon, je reconnais. Ce qui n'est pas du tout le cas dans d'autres pays, notamment dans les pays anglo-saxons. Mais là, il y a un décret qui vient de paraître du mois de juillet, du 18 juillet 2025, qui oblige pas à la médiation, parce qu'on a vu des articles. Non, mais c'est vrai. Ça oblige en fait à aller écouter ce qu'est la médiation, donc à rencontrer un médiateur. Et ça, c'est devant le tribunal judiciaire. Donc, au prud'homme, il n'y a pas cette obligation, mais dans les conflits collectifs, si c'est au tribunal judiciaire, on aura l'obligation. Et je trouve ça très bien, parce que ça renforce l'idée que c'est une bonne solution. Alors, on va dire aussi, c'est pour désengorger les tribunaux. Bah oui, de toute façon, il y a un problème aujourd'hui avec l'engorgement des tribunaux. C'est un beau sujet, à la fois de télévision et pour Décideurs RH. Je voudrais qu'on revoie peut-être le guide en préparation concernant les cabinets d'avocats. On le découvre, c'est bien ça, Caroline? Alors ça, c'est l'édition 2024, mais oui, on est en train de mettre à jour l'édition 2025, avec un dossier éditorial consacré à la gestion des RPS, des risques psychosociaux, lors de phases de restructuration en de effet, PSE. Qui est souvent un choc, tant pour les salariés que même pour les partenaires sociaux qui négocient, parce que c'est une épreuve psychologique. Est-ce que le cabinet de Charlotte Amelrat, BFPL, sera dans le classement? Ça, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. C'est un suspense. Vous avez la pression, chère Charlotte. En tout cas, il est en préparation. Merci Caroline de Senneville d'être venue responsable éditoriale Décideurs RH. Et le sujet des conflits, en fait, c'est un sujet avec plein de portes. C'est un sujet où on peut y rentrer de mille manières. Merci, c'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous, Charlotte Amelrat. On ne vous dira rien, évidemment, sur le cabinet. On ne peut rien dire, BFPL. Et puis, merci à Ronan Nguyen Van, vous êtes le directeur juridique relations humaines chez L'Oréal. Merci de nous avoir rendu visite. Et puis, merci à Caroline. Merci, on Arnaud. se retrouve la semaine prochaine, évidemment, pour de nouvelles aventures. Merci à vous, merci de votre fidélité. Merci à Nicolas Juchat et à toute l'équipe qui nous aide à préparer cette belle émission. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.